aujourd'hui. D'accord, je t'écoute. Imagine une armée rebelle qui passe, disons, un quart de siècle à combattre dans le désert. Oui, ça fait long. Très long. Et après des années de lutte acharnée, bam, ils lancent une offensive massive, ils font trembler le pouvoir en place et le chef de l'État tombe carrément au front. Ce qui est déjà un scénario historique en soi, quoi. Exactement. Et la suite logique, ce qu'on a vu des dizaines de fois dans l'histoire, ça serait que ces rebelles foncent sur la capitale, prennent le palais présidentiel et se distribuent les bons postes entre généraux. C'est le grand classique, ouais. Sauf que là, contre toute attente, au lieu d'un plan de conquête militaire classique, le leader de cette rébellion se pose et il rédige un texte constitutionnel. Mais un truc extrêmement détaillé, hein. Ah oui, pas juste un petit manifeste. Non, un vrai texte qui propose, par exemple, de donner des droits juridiques opposables à un fleuve pour le protéger de la pollution. C'est complètement inattendu pour un groupe armé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, aujourd'hui, notre plongée au cœur de ces documents va complètement faire exploser notre vision stéréotypée de la rébellion moderne. Je suis ravie de décortiquer tout ça avec toi. Et moi, je suis fasciné par ce sujet. Parce qu'on a tellement l'habitude d'analyser les conflits uniquement par le prisme, tu sais, du rapport de force. Les colonnes de pick-up, les armes lourdes. Les bilans de victimes, les mouvements de troupes. Voilà. Et on en oublie complètement la mécanique intellectuelle qui bouillonne derrière. Et cette mécanique intellectuelle, c'est exactement ce qu'on va analyser aujourd'hui à travers une figure vraiment complexe de la géopolitique sahélienne, c'est Mahamat Mahdi Ali. Le leader du FACT. C'est ça, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Donc on a rassemblé des analyses historiques, des interviews et bien sûr ce fameux document de refondation qu'il a conçu. Ça s'appelle le Pacte du renouveau tchadien. Un texte très ambitieux. Très. Et notre mission aujourd'hui, de manière totalement factuelle, c'est de comprendre comment une vie entière de guérilla dans les sables du Sahara a pu donner naissance à une idéologie qui mélange les traditions locales, une décentralisation ultra-radicale et des concepts écologiques mondiaux. Mais avant de plonger dans ce manifeste, faut vraiment qu'on comprenne l'homme et surtout la durée de son engagement. Ouais, parce qu'on parle de plus de 25 ans de clandestinité, c'est pas rien. 25 ans, c'est monumental. Et pour comprendre la genèse de ce fameux pacte, faut regarder le creuset dans lequel sa pensée s'est forgée. C'est pas une théorie qui est née dans le confort d'un institut de sciences politiques à Paris, quoi. Non, ça sent plutôt la poussière et la poudre. Exactement. Dès le début des années 2000, cet homme fait ses armes dans diverses coalitions rebelles dans le nord du Tchad. Le MDGT d'abord, puis il devient un pilier de l'UFDD de 2005 à 2016. C'est pas un simple soldat. Il est vraiment au cœur du mouvement. Et c'est en 2016 qu'il y a une vraie cassure, c'est bien ça? Ouais, c'est là qu'il décide de dire stop. Il quitte ses coalitions et il fonde son propre groupe, le FACT. Et ce qui ressort de nos sources, c'est que cette scission, c'est pas juste une petite querelle d'ego entre chefs rebelles. Pas du tout. Des postes ministériels ou des amnisties, lui, il choisit de s'enfoncer encore plus dans son opposition. Il refuse le compromis facile, en fait. Il y a un détail humain qui m'a vraiment interpellé dans nos notes. Cet homme, il vivait en France. Ouais. Il avait un statut d'exilé politique, une vie stable, un vrai confort matériel. Et il a littéralement tout abandonné. Il a brûlé ses vaisseaux pour retourner dans l'un des environnements les plus rudes de la planète, entre le nord du Tchad et le sud de la Libye. Le contraste est vertigineux. Je me disais en lisant ça que renoncer à la sécurité européenne pour la chaleur extrême et le risque de mort permanent, ça demande un moteur idéologique hors du commun. Mais justement, d'où ça vient cette rigidité absolue? Enfin, maintenir une ligne aussi intransigeante pendant un quart de siècle sans jamais céder à l'usure, c'est presque une anomalie politique, non? Qu'est-ce qui nourrit ça? L'erreur, ce serait d'y voir que de l'obstination ou un fanatisme aveugle. En fait, quand on lit ces déclarations, on découvre une rationalité chirurgicale. Presque froide, tu vois. Ah bon? Dans quel sens? Il y a une interview très révélatrice qui est citée dans nos documents, accordée à Libération en 2017. À ce moment-là, il fait un constat vraiment clinique du pouvoir tchadien. Je te cite la phrase. Il dit « L'anarchie et l'incompétence sont érigées en mode de gestion. Une gouvernance improvisée, aucune planification, chaque crise est une occasion pour détourner. » Ah ouais, le constat est sans appel. C'est la clé de tout. Pour lui, le système, c'est pas juste un adversaire politique classique. C'est une machine corrompue qui détruit l'avenir du pays pour enrichir une minorité. Du coup, dans cette logique, accepter un poste dans ce gouvernement, ce serait pas faire la paix, ce serait devenir complice. C'est exactement ça. Toute la mécanique de sa pensée est là. La rébellion devient une nécessité hygiénique pour le pays. Rentrer dans un système dysfonctionnel, ça ne le change pas de l'intérieur, ça valide juste cette fameuse gouvernance improvisée. Bon,
Et cette intransigeance accumulée pendant des décennies, cette pression qui monte, ça finit inévitablement par exploser. Et ça prend la forme d'une onde de choc militaire incroyable. L'offensive d'avril 2021. Voilà, avril 2021. Le FACT lance une offensive éclair vers le sud. Et le résultat est historique. Idriss Déby Itno, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 30 ans, perd la vie sur le front en tentant de repousser les rebelles. C'est un séisme géopolitique absolu pour tout le Sahel, quoi. Du jour au lendemain, Mahamat Maïdi Ali redessine la carte des rapports de force régionaux. Sur le papier, tactiquement parlant, l'objectif d'une rébellion est accompli. La tête du pouvoir est tombée. C'est ça? Mais attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si l'objectif militaire est atteint, on s'attendrait à ce que les rebelles prennent le contrôle de l'État. Pourquoi Mahamat Mahdi Ali ne devient pas le nouveau chef du pays à ce moment-là? Parce que c'est le moment précis où la réalité du champ de bataille se fracasse contre le mur de la géopolitique internationale. Gagner militairement, ça veut absolument pas dire gagner diplomatiquement. Et aujourd'hui, un État ne peut pas exister sans reconnaissance internationale. Et c'est là que nos sources soulèvent le rôle de la communauté internationale, et surtout de la France. Et on va s'en tenir strictement aux faits, hein. Mais l'approche de Paris a été implacable envers le FACT. Ah oui, très clair. Dès 2017, la France gèle les avoirs d'Ali Femeh. Puis, pendant l'offensive de 2021, elle maintient un soutien logistique crucial à l'armée tchadienne officielle. Et surtout, juste après la mort du président, Paris s'empresse de reconnaître le Conseil militaire de transition, le CMT, qui est dirigé par le fils du président défunt. Ça illustre parfaitement comment marchent les relations internationales. Pour des partenaires extérieurs comme la France, le Tchad est perçu comme un verrou sécuritaire essentiel contre le terrorisme au Sahel. Donc le pragmatisme avant tout. Exactement. Face à un bouleversement interne, la priorité des diplomaties, c'est pas l'alternance démocratique ou d'écouter les rebelles. La priorité, c'est la stabilité immédiate. Le maintien de l'armée via le CMT, c'est vu comme la seule garantie pour éviter que l'État s'effondre. C'est une claque monumentale pour le FACT. Ça montre de manière assez brutale que tu peux avoir les meilleurs stratèges du désert, réussir l'impossible sur le terrain. Si le système international décide que tu menaces l'équilibre, il va te mettre un mur devant toi. Un mur infranchissable par les armes, ouais. Et face à ce blocage total, le mouvement aurait pu juste se disloquer. Beaucoup de rébellions ne survivent pas à ça. Mais c'est là qu'opère la mutation idéologique dont on parlait. Ils ont compris qu'on ne force pas la porte de la légitimité internationale par le haut. Du coup, ils essayent de la construire par le bas, avec le peuple. C'est ce pivotement conceptuel qui donne naissance au pacte du renouveau tchadien. On passe d'une logique de conquête pure à un projet de refondation totale. Dans leur texte, le vocabulaire change, tu vois. On parle plus seulement de vaincre. On parle de libérer, et même de nourrir chaque foyer, ce qui est surprenant. Le glissement est énorme. Le pacte propose une rupture nette avec l'État post-colonial. Le concept central, c'est l'État mosaïque, avec une reconnaissance de la plurinationalité. Pour bien visualiser ce que ça implique pour ceux qui nous écoutent, j'ai pensé à une analogie technologique. Vas-y. L'ancien système étatique post-colonial, c'est un peu comme un ordinateur central gigantesque des années 80. Tout passe par un seul processeur dans la capitale. S'il plante ou s'il est piraté par un petit groupe, tout le pays s'arrête. Ok, je vois l'idée. Ce que propose le pacte du renouveau, c'est de passer à un système genre blockchain. On enlève le pouvoir de cet ordinateur central et on le distribue à plein de nœuds indépendants, les régions, les communautés, pour qu'aucun individu ne puisse jamais monopoliser le système. C'est une excellente image. Le manifeste propose que les régions obtiennent une véritable autonomie, pas juste sur la sécurité, mais sur leurs propres ressources. L'idée, c'est d'accepter que le Tchad, c'est pas un bloc homogène, c'est un assemblage complexe. Et institutionnellement parlant, ils voient ça comment? Par la création d'un Sénat des communautés, une sorte de chambre haute du Parlement composée spécifiquement des autorités traditionnelles et morales. Et le truc dingue, c'est que ce Sénat aurait un droit de veto sur les questions territoriales. Alors, attends, je vais faire l'avocat du diable une seconde parce que c'est profondément contre-intuitif. On parle de Mahamat Mahdi Ali, un chef militaire. 25 ans dans le désert, ça exige une chaîne de commandement ultra-verticale indiscutable. C'est sûr. Et ce gars, forgé par l'autorité militaire, propose de céder une partie de son futur pouvoir en donnant un droit de veto à des chefs locaux. C'est pas totalement irrationnel pour un rebelle? En apparence, oui. Mais en réalité, c'est une analyse hyper lucide des échecs du passé. L'hypercentralisation en Afrique a toujours produit des zones périphériques abandonnées. Et ces zones, elles deviennent les foyers des futures rébellions. Donc c'est pour casser ce cycle. Exactement. En proposant ce veto, il a compris que le vrai pouvoir à long terme, c'est pas de contrôler une armée depuis un palais,
c'est d'avoir le consentement des autorités locales. C'est du pragmatisme institutionnel. D'accord, je comprends mieux. Mais alors, là où le document devient vraiment surréaliste, c'est sur le volet économique et écologique. On s'attend à des trucs classiques sur les impôts et on tombe sur une fusion de philosophie mondiale. C'est là que ça devient fascinant. Le manifeste s'appuie sur le Sumak Kawsay, le bien vivre andin. Il parle de l'Ubuntu sud-africain et de la Pachamama. Cette porosité intellectuelle est spectaculaire. Ça montre comment les mouvements de résistance du Sud global évoluent. Mais comment c'est possible? Comment un leader isolé dans les montagnes du Tibesti ou en exil finit par intégrer des concepts de la cordillère des Andes dans une constitution pour le Sahel? Faut déconstruire le mythe du rebelle coupé du monde, en fait. L'exil politique, aujourd'hui, c'est hyper connecté. Ces leaders, ils lisent, ils échangent, ils étudient les luttes des autres continents. Une pollinisation croisée des idées, en somme. C'est ça. Les défis des peuples autochtones d'Amérique latine face aux mines, ça résonne à fond avec la situation du Tchad face au pétrole. Ah, c'est super intéressant. Et concrètement, comment ils traduisent l'Ubuntu, par exemple? Cette idée de richesse partagée? Dans le pacte, ça se traduit par une souveraineté alimentaire stricte. Objectif, zéro importation pour la base, en finançant des coopératives locales. Et surtout, il s'attaque aux ressources naturelles, le pétrole, les mines. C'est plus censé être les billets verts d'un clan, quoi. Et la mécanique pour verrouiller ça, elle est redoutable. Il propose la création d'un fonds intergénérationnel. Le projet exige la sanctuarisation de 30% de tous les revenus extractifs. 30%, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est beau sur le papier. Mais comment on garantit que ces 30% finissent pas dans des comptes offshore, comme d'habitude avec la rente pétrolière? C'est là que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Ce fonds ne serait pas géré en secret par un ministre des Finances. Son utilisation serait contrôlée par le fameux Sénat des communautés dont on parlait. Ah, d'accord. Des contre-pouvoirs locaux. Voilà. Pour s'assurer que l'argent aille obligatoirement à l'éducation, la santé et la transition écologique. La transition écologique, on y arrive. Et c'est là que l'influence de la Pachamama frappe fort. Le pacte propose de donner des droits constitutionnels aux éléments naturels. Oui, c'est un changement de paradigme hallucinant. Faire du lac Tchad ou des fleuves Chari et Logone des sujets de droit avec une personnalité juridique. C'est-à-dire que le cours d'eau a légalement le droit d'exister et de se régénérer. S'il est pollué par une entreprise, le fleuve lui-même, via des tuteurs légaux locaux, peut attaquer cette entreprise en justice. C'est fou d'imaginer qu'un mouvement sahélien propose des réformes écologiques aussi radicales que celles qui rament complètement à passer dans nos parlements européens. Qui s'appelle le plan Soleil commun. Le but, c'est de transformer le soleil du Tchad en pétrole éternel. Et toujours avec cette idée de décentralisation, pas de méga-centrales pour des multinationales, mais des micro-centrales gérées par les communautés. Ça prouve une compréhension très fine des enjeux énergétiques africains. Les micro-réseaux solaires décentralisés, c'est vu par tous les experts mondiaux comme le moyen le plus rapide et résilient de sortir les ruraux de la pauvreté énergétique. C'est pas de la poésie, c'est une feuille de route hyper technique. Et ça amène une réflexion profonde sur la guerre elle-même. Prendre un territoire, ça suffit plus. Une résistance moderne est obligée d'intégrer l'urgence climatique. Sans écosystème fonctionnel, le pouvoir sert plus à rien. C'est l'essence même de leur démarche. Survivre au Sahel dans les prochaines décennies, c'est autant protéger les nappes phréatiques que sécuriser les frontières. Bon, malgré toute cette sophistication intellectuelle avant-gardiste, la réalité factuelle nous rattrape toujours. Hélas, oui. Pour faire le point aujourd'hui, Mahamat Madi Ali n'est pas au pouvoir pour appliquer tout ça. Il est toujours en exil et en 2023, la justice tchadienne l'a condamné par contumace à la prison à vie. De son côté, il refuse toujours de légitimer la transition du CMK. Le bras de fer continue. C'est le paradoxe de l'exil. Le corps est criminalisé, empêché par l'État, mais la production politique s'intensifie. Le FACT illustre un glissement fascinant de la destruction du pouvoir adverse vers ce que son leader appelle la responsabilité active. La responsabilité active. Nos notes se terminent justement sur un de ses messages récents. Il écrit « Le temps est venu de nous unir dans une mobilisation massive pour mettre terme à ces dérives. J'ai l'impression que le fusil laisse place à la mobilisation citoyenne. » Ce glissement sémantique n'est pas anodin du tout. Il veut transcender la figure du chef de guerre pour devenir un bâtisseur de nations. Même si l'application du manifeste est bloquée aujourd'hui, l'idée est dans le débat public. Et une idée constitutionnelle de cette force,
C'est très dur à effacer. C'est exactement pour ça qu'on voulait décortiquer tout ça pour notre audience aujourd'hui. Que l'on connaisse bien la géopolitique africaine ou qu'on soit juste curieux, le parcours de cet homme et du Fact prouve que la pensée ne meurt jamais, même dans les pires conflits. Au contraire, c'est parfois l'exil et les murs géopolitiques qui forcent l'esprit humain à inventer des modèles de gouvernance incroyables, loin des simples calculs machiavéliques. Faire voyager l'Ubuntu ou le Sumak Kosai jusqu'au Sahara pour résoudre une crise locale, ça force vraiment le respect et l'analyse. Ça nous oblige à regarder bien au-delà des simples dépêches d'agences de presse sur les combats, oui. Et je voulais terminer sur une petite réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. Ça dépasse largement les frontières du désert tchadien. Une pensée pour la route. Voilà. Imaginons la portée de ce paradoxe si un mouvement de rébellion, bloqué en exil, issu d'une région dévastée par les conflits, est capable de concevoir sérieusement un cadre constitutionnel pour donner des droits inaliénables à un fleuve. Qu'est-ce qui empêche réellement nos démocraties pacifiées et riches d'adopter dès demain des lois écologiques tout aussi radicales pour sauver nos propres écosystèmes ? C'est une excellente question, très troublante. C'est une question vitale et je pense qu'elle mérite qu'on s'y attarde bien après la fin de cette exploration. Un type forgé par décennies de rébellion. Non. Imaginons la scène 2 secondes. On est quelque part dans les décors arides, vraiment rocailleux et impitoyables des montagnes du Tibesti, dans le nord du Tchad. Ouais, le genre de paysage très dur, très isolé. Exactement. Et là, un chef de guerre, un type forgé par décennies de rébellion armée, dirige ses troupes au milieu de la poussière. C'est l'image classique, quoi. Presque digne d'un documentaire sur les guérillas du Sahel. C'est l'image d'Épinal du rebelle saharien, c'est clair. Mais soudain, on change totalement de décor. Ce même chef de guerre se retrouve exilé en France. Et là, on le voit assis dans une bibliothèque universitaire parisienne. Attends, une bibliothèque universitaire parisienne Bourrée de manuels, en train d'étudier avec un acharnement total le droit constitutionnel et la théorie politique. Son but, c'est de concevoir une architecture étatique entièrement nouvelle. C'est un contraste absolument fascinant pour le coup. On passe de la brutalité vraiment immédiate d'un champ de bataille saharien à l'abstraction pure des amphithéâtres européens. C'est ça. Et le truc, c'est que c'est pas du tout une expérience de pensée, c'est la trajectoire réelle, documentée, que nous allons examiner aujourd'hui. Et c'est justement pour ça que notre décryptage s'annonce particulièrement riche. Aujourd'hui, on va explorer 2 documents hyper denses et très complémentaires. Lesquels du coup ? D'un côté, on a un profil biographique et idéologique super pointu de Mahamad Mardi Ali. C'est le leader du groupe rebelle tchadien connu sous l'acronyme FACT. D'accord. Et de l'autre, on a une analyse factuelle, presque clinique je dirais, de l'impasse politique au Tchad. Une analyse qui couvre la période de 1990 jusqu'aux projections qu'on fait pour 2026. C'est une sacrée période à couvrir. Ouais. Notre objectif ici, c'est de décortiquer les mécanismes. Comment une rébellion armée tente de se transformer en un vrai mouvement idéologique structuré. Et surtout, comment tout un pays se retrouve, pris au piège d'un verrouillage démocratique absolu. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une règle d'or qu'il faut vraiment poser tout de suite. Ah oui, c'est crucial. Les textes qu'on utilise aujourd'hui abordent des conflits armés meurtriers et des régimes politiques qui sont pour le moins extrêmement polarisants. Carrément. Donc notre but, pendant cette discussion, c'est en aucun cas de prendre parti. Ni pour le gouvernement tchadien, ni pour les différentes coalitions rebelles. Non, bien sûr que non. De disséquer le plus objectivement possible les faits, les tactiques militaires et les idéologies qui sont exposées dans nos sources. On reste neutre. C'est un rappel super important. Et pour quiconque s'intéresse un peu à la géopolitique mondiale, cette exploration, elle est passionnante. Pourquoi tu dirais ça particulièrement ? Parce qu'elle montre les rouages complètement invisibles des conflits modernes. Ça démontre que les guerres d'aujourd'hui, elles se gagnent plus uniquement en alignant des colonnes de pick-up surarmées dans le désert, quoi. Ah oui, c'est plus juste une question de puissance de feu. Exactement. Ça nécessite une vraie maîtrise des concepts juridiques, une ingénierie politique et bien sûr une bataille hyper féroce pour la légitimité internationale. Et pour vraiment comprendre cette mutation, il faut commencer par l'homme qui est au centre de cette dynamique, Mahamat Mardi Ali. Le fameux leader. Voilà. Sa trajectoire, elle n'est pas d'un vide politique, tu sais. Elle est le produit vraiment direct de la géographie humaine et de l'architecture du pouvoir au Tchad. Parlons justement de cette genèse, ça m'intéresse. Les sources le ramènent dans les années 60, dans la région du Baril Ghazal. Tout à fait. Et j'ai vu plein de noms de clans et d'ethnies dans les notes, genre il est issu de la communauté d'Azatoubou, plus spécifiquement du clan Kisharda. C'est bien ça.
Et on parle souvent d'une opposition avec les Anakaza ou les Agawa. Et je t'avoue que j'étais pas tout à fait claire sur la raison pour laquelle cette identité clonique, elle dicte à ce point ses premières années de combat. C'est une super question parce que c'est vraiment la clé de voûte du système politique tchadien depuis des décennies. Pour faire simple, le pouvoir central à N'Djamena, il fonctionne sur une base très spécifique. C'est-à-dire? Particulièrement sous la présidence d'Idriss Déby, l'État s'est massivement appuyé sur sa propre minorité ethnique, les Agawa. Ok. Bien qu'ils représentent qu'un très faible pourcentage de la population totale, c'est eux qui ont historiquement tenu tous les leviers stratégiques. L'armée, les services de renseignement, tout ça. Ah ouais, le contrôle total des organes de sécurité, quoi. Exactement. Et face à ça, d'autres grands groupes du Nord comme les Goran, dont font partie les Zediatubu, se sont souvent sentis marginalisés. Et exclus de la rente pétrolière aussi, j'imagine. Complètement exclus de la rente pétrolière et des sphères du pouvoir. Donc c'est très structurel. Donc, dès le départ, pour lui, c'est pas seulement une rébellion pour des idéaux théoriques ou abstraits. C'est vraiment une question de survie politique et d'accès aux ressources pour sa communauté. C'est exactement ça. Le clan Kesherda de Madi Ali a dû constamment naviguer dans ce champ de mines. Madi Ali, il fait ses premières armes dans les années 90 dans les montagnes du Tibesti avec le MDJT. Le MDJT, c'était une rébellion assez locale, c'est ça? Oui, très locale. Et après ça, il y a eu de brèves tentatives de vie civile au début des années 2000. Il travaille même, ironiquement, comme inspecteur dans un ministère à N'Djamena. Attends, vraiment, il était fonctionnaire de l'État qu'il combattait? Ouais, c'est un de ces paradoxes incroyables, mais très vite, l'insécurité le pousse à reprendre le maquis. Il rejoint l'UFDD, un autre groupe soutenu par le Soudan cette fois. D'accord, l'UFDD. Et là, on arrive à un point de rupture majeure en 2008. L'UFDD lance une offensive massive. Ils atteignent littéralement les portes du palais présidentiel à N'Djamena. Ils étaient à 2 doigts de prendre le pouvoir, quoi. À 2 doigts. Mais ils subissent une défaite complètement cuisante. Et c'est justement cette défaite qui l'envoie en exil en France, si je suis bien la chronologie. Nos sources expliquent qu'il s'enferme pour étudier. C'est là que l'histoire devient dingue. Ouais, parce que, attends, il fait pas juste lire des romans historiques pour passer le temps. Il étudie le droit constitutionnel de manière hyper spécifique. Mais qu'est-ce qu'il cherchait exactement dans cet texte de loi? En fait, il cherchait à comprendre l'ingénierie de l'échec de l'opposition. Et surtout, l'ingénierie de la survie du régime. Oh, c'est fort ça. L'ingénierie de la survie. Ouais. En fréquentant les cercles universitaires européens et aussi pas mal de mouvements panafricanistes, il réalise un truc fondamental. Dénoncer la corruption, ça suffit plus. Bah oui, c'est un peu le discours classique qui tourne en rond, hein. Voilà. Alors il analyse de près comment une constitution peut être rédigée ou modifiée pour garantir qu'une minorité conserve le pouvoir en toute légalité. Le fameux vernis légal. C'est ça. Il comprend que la conquête militaire du palais, ça n'a absolument aucun sens si on n'a pas un modèle étatique prêt à remplacer l'ancien. Et c'est là qu'il théorise la souveraineté citoyenne. Pour essayer de dépasser les simples clivages claniques dont on parlait tout à l'heure, j'imagine. Exactement. Il veut un cadre beaucoup plus universel. Bon, d'accord. Il a maintenant ce cadre théorique super solide, construit à Paris, mais c'est là que j'ai besoin d'une explication. Vas-y, je t'écoute. On retourne pas dans le Sahel affronter une armée nationale avec juste une pile de mémoire de sciences politiques sous le bras, tu vois? Non, c'est sûr que le droit constitutionnel, ça n'arrête pas les balles. Voilà, comment il passe de la théorie à la pratique, comment il finance et arme une toute nouvelle rébellion à partir de zéro. Alors ça, c'est ce que les documents appellent le laboratoire libyen. Ouais. Et c'est une phase d'un pragmatisme militaire vraiment glacial. Le laboratoire libyen, raconte. En 2016, l'UFDD, son ancien groupe, implose suite à des grosses tensions internes. Le clan Kesherda de Madi Ali se sépare des Anakaza de son ancien chef. Une vraie scission interne. Oui, et une scission sanglante. Et c'est de là que naît le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Ok, la création du FACT, on y est. Mais pour survivre, ils n'ont pas d'autre choix que de quitter la zone et de s'installer dans le sud de la Libye, dans la région du Fezzan. Mais attends une seconde. La Libye en 2016, c'est une zone de guerre civile totale, c'est un chaos absolu là-bas. Complètement. Comment un groupe rebelle tchadien débarque au milieu de ce bourbier, choisit un camp et parvient à opérer sans se faire complètement anéantir par les dizaines de milices locales? En devenant des mercenaires, tout simplement. Des mercenaires extrêmement efficaces. C'est vraiment de la géopolitique de survie à l'état pur. Ils vendent leurs services, quoi. Exactement. Le FACT monnaie sa force de frappe. Il s'allie avec les puissantes forces de Misrata et avec le GNA, le gouvernement d'entente nationale basé à Tripoli. Et ils se battent contre qui, du coup? Ils se battent contre les troupes du général Haftar.
Et en échange de leurs services, ils obtiennent plein de choses. Du financement direct, de l'armement lourd, et surtout une expérience inestimable de la guerre moderne. Ils ont même participé à des attaques massives sur des terminaux pétroliers, si j'ai bien lu, genre Ras Lanouf et Sidra en 2017. Ouais, c'est tout à fait ça. Des frappes hyper stratégiques. C'est fou. Ils frappent l'infrastructure pétrolière libyenne avec une telle force que la France, qui s'inquiète de voir cette milice se renforcer près son allié tchadien, finit par imposer des sanctions financières contre Madi Ali. La France observe ça de très près, ouais, ça les inquiète beaucoup. Mais bon, ce laboratoire libyen fonctionne, et ça nous amène au point culminant du récit, l'offensive d'avril 2021. Ah, la fameuse offensive. Ouais, le texte parle d'une version modernisée de la guerre des Toyota. Mais concrètement, qu'est-ce qui a changé sur le terrain d'un point de vue tactique? Ce sont plus juste des hommes entassés à l'arrière de pick-up avec des kalachnikovs. Ah non, plus du tout. Le FACT a réinvesti tout l'argent gagné en Libye dans la technologie. Genre quoi comme technologie? Historiquement, la guerre des Toyota, ça reposait vraiment sur la vitesse et l'effet de surprise dans le désert. Mais en 2021, le FACT y ajoute des trucs lourds. Des systèmes de communication cryptés pour coordonner de multiples colonnes simultanément. Ah ouais, de la vraie stratégie de réseau. Oui, du matériel de brouillage aussi. Et surtout, et c'est là que c'est clé, des drones commerciaux adaptés pour la reconnaissance. Ce qu'on appelle ISR. Intelligence, surveillance, reconnaissance. C'est ça, du coup, ils peuvent carrément voir les mouvements de l'armée tchadienne avant même le moindre contact visuel. Et c'est ce qui leur permet de contourner les défenses lourdes et de s'enfoncer super profondément dans la région du Kanem. Voilà. Et on arrive à la date fatidique, le 11 avril 2021. Le jour même de l'élection présidentielle au Tchad. Exactement. Ils lancent l'assaut. Et là, l'histoire du pays bascule. Le président Idriss Déby Itno, qui dirige le pays depuis 30 ans et qui vient de remporter l'élection, décide de se rendre lui-même sur la ligne de front. C'était vraiment son identité, le guerrier président. Il a toujours fait ça. Oui, il a bâti sa légende là-dessus. Mais le 20 avril, c'est le choc mondial. L'armée annonce la mort d'Idriss Déby. Mort au combat. Succombant à des blessures reçues au combat contre le FACT, l'architecture militaire du régime vient littéralement de perdre son pilier central. Et tu vois, c'est là que moi, personnellement, j'aurais parié sur un effondrement immédiat du régime. Enfin, l'offensive a réussi son objectif ultime, éliminer la tête du pouvoir. En théorie, c'est le scénario classique. Et pourtant, la bascule totale n'a pas lieu. Pourquoi l'État tchadien ne s'est-il pas effondré ce jour-là? C'est quand même dingue. Parce que les régimes autoritaires qui sont construits sur des bases militaires aussi profondes prévoient ce genre de choc de résilience. Un plan B, quoi. C'est ça. Quelques heures seulement après l'annonce de sa mort, la Constitution est de facto suspendue et un conseil militaire de transition, le CMT, prend le pouvoir. Et devine qui est à sa tête. Mahamat Idriss Déby, le propre fils du président défunt, qui est un général de l'armée. Donc la famille garde les clés de la maison. Le clan maintient son emprise totale. Et pour Madi Ali, c'est le mur de la réalité. La victoire militaire incroyable s'est transformée en une impasse politique instantanée. La douche froide. Complètement. Il comprend que la guerre d'usure purement militaire ne fonctionnera pas contre une armée soutenue internationalement pour maintenir la soi-disant stabilité régionale. D'accord, donc il est bloqué militairement, il doit changer de fusil d'épaule et déclencher cette fameuse guerre de légitimité idéologique dont on parlait. Voilà, on y revient, le droit constitutionnel. Et c'est là que nos sources introduisent une arme fascinante, le PDST. C'est le document programmatique du FACT. Leur grand manifeste politique, en gros. Ouais, et à l'intérieur, on trouve le concept central du mouvement, qui est appelé le bien vivre. Et je dois dire, il y a un détail dans le texte qui m'a fait complètement bugger quand je l'ai lu. Raconte. Qu'est-ce qui t'a surpris? Les sources font un lien direct entre ce concept de bien vivre et le sumak kausai. Ah oui, c'est inattendu. Mais c'est un concept indigène, andin. Comment une philosophie d'Amérique du Sud se retrouve-t-elle propulsée au cœur du manifeste d'une rébellion saharienne? C'est fou, hein? Mais c'était le fruit direct de ces fameuses années d'études à Paris, dans les cercles intellectuels de gauche et les cercles panafricanistes, qu'alliés à fréquenter, les concepts globaux de résistance s'échangent, y voyagent. D'accord, c'est de l'appropriation idéologique croisée. Tout à fait. Le sumak kausai, équatorien, à la base, ça rejette l'hypercapitalisme extractif pour valoriser un bien-être holistique, communautaire, vraiment en harmonie avec les ressources. Et le FACT adapte ça au Tchad. Oui. Inspiré aussi par des figures comme Thomas Sankara, l'idée est carrément explosive pour le régime.
Pourquoi explosive? Parce que ça dit que l'immense manne pétrolière du Tchad ne doit plus financer l'armement d'une oligarchie sécuritaire. Elle doit être redirigée d'urgence vers la satisfaction des besoins primaires de la population. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation, ce genre de trucs. C'est ça, le bien vivre. C'est politiquement redoutable comme argumentaire. En fait, il politise le manque de services publics. Exactement, c'est un changement de narratif. Il dit aux citoyens un truc du genre le fait que vous n'ayez pas de courant ce soir ou d'eau propre, c'est pas une fatalité géographique ou climatique, c'est le résultat d'un choix politique délibéré de ceux qui sont au pouvoir. C'est du vol. C'est un récit extrêmement puissant, ça parle directement aux gens qui galèrent. Très puissant. Surtout quand on le superpose à la réalité institutionnelle glaciale qui est décrite par notre seconde source sur l'impasse politique. Les données de cette source, elles sont accablantes, on est bien d'accord, hein? Tu m'étonnes. Si on regarde le rapport Freedom House de 2022, le Tchad affiche un score global de 15 sur 100. 15 sur 100. Et c'est pas le pire. Non, le chiffre le plus saisissant concerne les droits politiques, attention. 1 sur 40. Sur 40. C'est vertigineux de médiocrité démocratique, franchement. C'est le néant absolu. Et quand on regarde les détails institutionnels dans le texte, on comprend très vite ce score. Il est fait mention de révisions constitutionnelles qui permettent non seulement d'ignorer la limitation des mandats, Le grand classique. mais aussi, et ça c'est dingue, de rendre l'organisation de futures élections carrément facultative. C'est fou de l'écrire dans la loi. Des élections facultatives. C'est la matérialisation pure de ce que Madi Ali étudie en France. C'est l'ingénierie de l'autocratie dont tu parlais. Absolument. La concentration des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires y est totale. Mais tu sais, ce n'est même plus juste tricher à une élection, bourrer les urnes. C'est comparable à ce qu'on appelle dans le monde de la finance une poison pill, une pilule empoisonnée. Ah, l'analogie est bonne. Comment tu l'appliques ici? Le système légal est littéralement codé pour s'assurer que même si l'opposition politique civile obtenait miraculeusement le soutien massif de toute la population, la structure même de l'État empêcherait toute transition pacifique. Le jeu est truqué dès les fondations. Voilà. Et c'est exactement cette pilule empoisonnée qui crée une dynamique d'escalade. C'est logique. Quand une opposition pacifique comme la coalition civile du GCAP au Tchad est contrainte de suspendre toutes ses activités parce que les voies légales n'existent tout simplement plus, ça donne un argument en or massif à la rébellion armée. Ce qui nous amène à la stratégie de communication du FACT. Face à ce verrouillage absolu, le mouvement clame partout que la lutte armée est, je cite, « l'unique solution ». L'unique solution. C'est un slogan parfait pour recruter des jeunes désabusés, mais est-ce que nos sources valident cette analyse ou est-ce que c'est juste de la propagande de guerre habile? Les textes sont super nuancés là-dessus. D'un côté, il est indéniable que l'intransigeance totale du régime nourrit structurellement l'insurrection. Sans ça, pas de recrue. C'est sûr. Mais de l'autre, l'analyse pointe le fait que cette rhétorique de l'unique solution, c'est aussi un énorme écran de fumée tactique de la part du FACT. Un écran de fumée pour cacher quoi? En se posant comme le seul recours légitime, Madi Ali tente de masquer les profondes fractures et les rivalités parfois très violentes qui divisent la myriade de groupes rebelles tchadiens. Ah, pour dire en gros, ne regardez pas les autres groupes, il n'y a que nous qui pouvons sauver le pays. Exactement. Il veut s'imposer comme le seul interlocuteur valable, que ce soit face au peuple ou à la communauté internationale. N'Djamena a très bien compris ce petit jeu apparemment. La riposte du gouvernement de transition, elle se fait pas que dans le désert avec des blindés, elle s'est déplacée dans les tribunaux. La judiciarisation du conflit, c'est une tendance lourde. Nos sources détaillent le procès de mars 2023. Et c'est un événement de masse, 430 accusés, tous membres du FACT, condamnés d'un coup à la prison à vie. 430, c'est colossal. Et Madi Ali lui-même est condamné à perpétuité par contumace, avec un mandat d'arrêt international mis sur sa tête. Cette arme judiciaire, elle est redoutable. Le FACT, évidemment, dénonce un procès purement politique, entaché de vices de forme, conçu uniquement pour les rayer de la carte politique légale. Ce qui est probablement vrai vu le contexte. Sûrement. En excluant spécifiquement Madi Ali des vagues de grâce présidentielle ultérieures, la junte envoie un message clair et net. Lequel ? Il est un paria absolu et aucune négociation directe n'est possible avec lui. C'est une fin de non-recevoir. Ce qui l'isole, c'est vrai, mais ça l'oblige aussi à jouer sur un échiquier beaucoup plus vaste. Juste après l'offensive de 2021, il a publiquement accusé des agences étrangères d'avoir bombardé ses positions. Il visait qui, à ton avis ? Sans la nommer, il visait clairement la France, protectrice historique du régime en place. Oui, c'est le secret de Polichinelle. Et ça a vachement renforcé son aura anti-néocoloniale auprès de la jeunesse. Mais le Sahel actuel, c'est plus du tout seulement une affaire entre la France et ses anciennes colonies. L'échiquier a changé. Ah oui, très loin de là.
Les sources mettent vraiment en évidence que Mahdi Ali observe avec énormément de prudence la refonte géopolitique de toute la région. Il doit naviguer à vue. C'est ça. S'il fustige Paris pour gagner des points, il se méfie tout autant des nouveaux acteurs qui arrivent. Il voit très bien l'influence grandissante de la Russie. Avec les mercenaires de Wagner, par exemple? Exactement. Et aussi l'arrivée de facilitateurs un peu surprenants comme la Hongrie, qui tente carrément de s'implanter au Tchad en ce moment. Donc en gros, il refuse le rôle de pion. Il veut pas simplement remplacer l'ancienne tutelle française par une nouvelle satellisation russe. Voilà. Il revendique une souveraineté absolue pour le Tchad, basée sur la gestion purement nationale des ressources énergétiques. Mais concrètement, quand on est pris en étau comme ça, entre une armée nationale renforcée par des alliés, des mandats d'arrêt internationaux sur le dos et des puissances mondiales qui se disputent le Sahel comme un gâteau. Ça fait beaucoup d'obstacles. Ben oui. Comment cette impasse politique et militaire peut-elle évoluer d'ici 2026? Eh bien, l'analyse que nous étudions conclut sur 3 trajectoires possibles pour le pays. 3 scénarios. Dis-moi tout. La première, c'est l'usure diplomatique. La pression des bailleurs de fonds internationaux, qui sont complètement terrifiés à l'idée d'une déstabilisation totale de ce pilier du Sahel, elle pourrait forcer N'Djamena à ouvrir un véritable dialogue politique. Et ce dialogue serait forcé d'inclure le FACT d'une manière ou d'une autre, j'imagine. C'est l'idée de ce scénario, oui. Le deuxième scénario que j'ai vu dans le texte, c'est l'éruption populaire. Et c'est un peu le grand espoir de Mahdi Ali, je pense. Oui, le soulèvement de la base. Que la jeunesse tchadienne, qui est complètement étouffée par le manque d'opportunités économiques, s'empare des fameux idéaux du bien vivre et du pédesté. Ce qui créerait quoi concrètement? Une contestation civile de l'intérieur tellement massive, des millions de personnes dans la rue, qu'elle paralyserait le régime et rendrait la répression purement militaire inopérante. C'est un scénario idéaliste, mais possible. Cela dit, le troisième scénario est statistiquement le plus probable au vu des dynamiques actuelles. C'est quoi ce troisième scénario, Ève? L'impasse prolongée. Une situation chronique, tu vois, de ni paix ni guerre. Ah, le statu quo pourri, quoi. Exactement. Le régime conserve la capitale et les puits de pétrole par la force, grâce à son appareil sécuritaire, et de l'autre côté, le FACT maintient un harcèlement constant depuis les immenses zones frontalières au sud de la Libye ou au nord du pays. Mais sans jamais avoir la capacité de renverser l'État central. Voilà, entraînant juste une très lente et douloureuse décomposition des institutions pour la population. C'est un tableau vachement saisissant. Si on doit essayer de synthétiser ce que cette plongée dans ces deux documents nous apprend sur les conflits contemporains, moi je dirais un truc. Je t'écoute, c'est quoi ta conclusion? Que la théorisation politique, le droit constitutionnel, c'est devenu une véritable arme de destruction massive. C'est une bonne façon de le formuler. L'histoire du Tchad et de Mahamat Mahdi Ali, elle prouve une chose. Lier un truc aussi basique que l'absence d'eau potable et d'infrastructures à une vision philosophique globale comme le bien vivre. Ouais, ça change les règles du jeu. Bah oui. Alors, juste pour préciser un peu le contexte pour ceux de notre public qui ne seraient pas forcément familiers avec la politique tchadienne, le MPS, c'est le Mouvement patriotique du salut, donc le parti au pouvoir depuis des décennies. Depuis très longtemps, oui. Le manifeste affirme que le pays est littéralement pris en otage par ce système. Et là où ils surprennent vachement, c'est dans l'arsenal argumentatif qu'ils déploient pour le prouver. Ah, ça oui. Au lieu de s'enfermer dans un vocabulaire qui serait purement idéologique ou classique pour une rébellion, le document convoque des statistiques. Des maths, carrément. C'est ça. Il cite l'IDH, l'indice de développement humain, et il l'utilise pour affirmer que le pays occupe systématiquement la queue du peloton mondial en matière de santé et éducation. C'est dingue de trouver ça là-dedans. C'est une tactique redoutable. Associer la passion brûlante d'un appel aux armes à une métrique internationale froide, calculée par des institutions comme l'ONU, ça confère une crédibilité immédiate au discours. C'est le contraste qui marche. Exactement. L'argument de la corruption ou de l'incompétence du gouvernement, ça relève plus seulement de l'opinion militante ou d'un discours d'opposant, ça devient un fait mesurable et vérifiable par n'importe qui. Ouais, trouver une référence à l'indice de développement humain au beau milieu d'un appel à la résistance armée, c'est quand même un sacré grand écart. Mais, comme tu dis, ça fonctionne super bien. C'est très habile. Ensuite, le texte glisse vers une critique institutionnelle qui est vraiment très acerbe. Les auteurs dénoncent une supercherie politique et ils lâchent carrément le mot de monarchisation. Un terme lourd de sens, ça. Grave. Ils ciblent le transfert du pouvoir de père en fils. Et pour appuyer cette idée de rupture totale du contrat social, ils qualifient le processus constitutionnel récent de simulacre de référendum de décembre 2023. En gros, ils expliquent noir sur blanc que les règles du jeu républicain sont truquées d'avance.
Et cette démonstration de l'échec institutionnel, c'est pas juste pour se plaindre. C'est la fondation nécessaire pour leur argument suivant. Qui est? Le rejet catégorique de l'opposition qu'on appelle légaliste, l'opposition civile, classique. Le manifeste cite d'ailleurs une figure très connue localement, Monsieur Mahamatnour Ibedou. Ah oui, qui est un militant des droits de l'homme très respecté au Tchad, si je m'abuse pas. C'est ça, un grand défenseur des droits humains. Et en le citant lui, pour affirmer que l'avenir s'assombrit, le FACT fait un truc très malin. Il s'approprie une voix respectée de la société civile pacifique pour valider leur propre constat alarmiste. Ils l'embarquent dans leur narration, quoi. Exactement. Mais le texte va encore plus loin, en expliquant pourquoi, selon eux, participer aux élections, ça sert plus à rien. Ouais, ils détruisent l'idée même du vote. Voilà. Voter, pour eux, ça revient à cautionner une mascarade orchestrée par la CENI, donc la commission électorale, qu'ils rabaissent d'ailleurs au rang de simple machin aux ordres. Le machin aux ordres, ça pique. La construction logique est impeccable de leur point de vue. Si l'indice de développement prouve la faillite sociale de l'État, et si le contrôle des institutions rend la voie des urnes complètement illusoire, quelle option il reste sur la table? Bim, on arrive au point de bascule de ce manifeste. La justification frontale de l'usage de la force. La conclusion mathématique de leur équation, c'est qu'il faut répondre à la violence par la violence. Il n'y a plus le choix. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils ne formulent pas ça comme une théorie abstraite de sciences politiques. Ils utilisent une métaphore très ancrée dans l'imaginaire régional. Et ça, c'est mon passage préféré. L'histoire du bière Afrique. Ah oui, cette métaphore, c'est sans doute l'une des trouvailles rhétoriques les plus percutantes de tout le texte. Ouais, tu peux nous l'expliquer. Parce que c'est hyper spécifique. Bien sûr, pour en saisir toute la sève, il faut vraiment comprendre ce qu'elle symbolise dans la région. Dans l'histoire politique du pays et de cette zone géographique en général, le pouvoir a rarement changé de main via des transitions douces ou des élections transparentes. C'est souvent plus agité, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, prétendre du côté des autorités qu'on n'est pas arrivé au pouvoir avec un billet Air Afrique, c'est une façon de dire, écoutez, on n'a pas pris un vol commercial tranquillement avec notre petite valise pour venir s'installer au palais présidentiel. On y est arrivé par les armes, par la force, par la rébellion. C'est une référence super directe à l'origine militaire du pouvoir qu'ils sont en train de combattre aujourd'hui. Exactement. Le manifeste s'empare de cette image, de cette espèce de fierté guerrière qui a été affichée par l'adversaire par le passé, et ils s'en servent comme d'un miroir inversé. Ah, j'adore ça. Le texte dit en substance « La jeunesse a très bien compris votre message. Puisque c'est la force qui a installé ce régime à l'époque, eh bien c'est la règle du jeu. Seule la force pourra le déboulonner aujourd'hui. » Cette argumentation en miroir, elle est vraiment redoutable, parce qu'elle neutralise complètement l'accusation d'illégitimité qu'on pourrait leur faire. Le FACT dit aux autorités, on ne fait qu'appliquer la jurisprudence que vous avez vous-même créée. C'est imparable comme pirouette rhétorique. Oui. Mais ils savent quand même que la force brute, ça effraie le grand public et la communauté internationale. Donc, immédiatement après avoir justifié ce recours aux armes, le manifeste s'empresse de border cette violence par des objectifs nobles. Ils remettent les gants blancs. C'est ça. Ils listent leurs buts, instaurer la justice sociale, rétablir l'état de droit, garantir une véritable alternance politique et mettre fin au mépris des textes fondamentaux. On remarque bien le lexique qu'ils emploient. On est en plein dans le vocabulaire républicain le plus classique. Et c'est le paradoxe fascinant de ce texte. On a un mouvement en rébellion ouverte, armé, qui s'érige en garant ultime de la légalité constitutionnelle face à un État qu'ils accusent de s'en être affranchi. C'est le renversement total des rôles. Le décor est planté, la justification est verrouillée à double tour, et c'est à partir de là que le rythme du texte s'accélère franchement. On aborde la dernière ligne droite du document, celle qui appelle à l'action pure et dure. La fameuse phrase « La liberté ne se demande pas, elle s'arrache ». Voilà. Et ce qui saute aux yeux dans cette partie, c'est que le texte ne s'adresse plus du tout à tout le monde de la même manière. Il divise son public. Nous sommes face à ce qu'on appellerait, si on faisait du marketing traditionnel, une segmentation d'audience. Mais bon, appliquée ici à la mobilisation insurrectionnelle. Le ciblage, quoi. C'est du ciblage de précision. Les rédacteurs ont parfaitement compris qu'on ne parle pas de la même façon à un sympathisant civil qui est dans son salon et qui hésite, et à un combattant qui est déjà engagé sur le terrain. Comment ils font la différence ? Pour la jeunesse de l'intérieur, comme ils l'appellent, donc celle qui est dans les villes, le message prend la forme d'un ultimatum moral. Levez-vous ou restez neutre, mais surtout, ne servez pas de bouclier à l'injustice. Ils leur laissent une porte de sortie. Oui, il laisse une porte de sortie honorable, la neutralité, tout en instillant une énorme pression psychologique. On vous observe, ne soyez pas complice.
D'un autre côté, le discours qui est destiné aux troupes du FACT, alors là, il opère sur un tout autre registre. On entre dans la glorification pure et simple du sacrifice. Le registre de l'héroïsme? Complètement. Le texte dépeint ses membres comme des durs à cuire. Des hommes libres, endurants, qui ne cherchent aucun privilège personnel. Leur seule boussole, ce serait de rendre le pays à ses citoyens. C'est un outil classique, oui, mais il reste toujours extrêmement efficace pour créer de la cohésion interne et pour galvaniser des hommes qui risquent leur vie tous les jours. Ouais, ça marche toujours. Par contre, il y a un détail dans cette conclusion qui m'a vraiment fait tiquer. Au tout début, rappelle-toi, le manifeste insistait super lourdement sur la nature laïque du mouvement. C'était même un argument de vente. Oui, tout à fait. Mais dans cet appel solennel final, le texte invoque soudainement le temps de carême et de prière pour marquer la gravité de la situation. Pourquoi ce grand écart? C'est une erreur de leur part? Non, c'est absolument pas une maladresse. C'est ce qu'on appelle une adaptation pragmatique aux grilles de lecture culturelle du public. Ah, ok. Afficher la laïcité en préambule, c'est envoyer un signal rassurant, notamment à la communauté internationale. Ça permet de se démarquer très nettement des groupes religieux radicaux qui opèrent un peu partout dans la bande sahélienne. C'est pour dire, on n'est pas des terroristes religieux. Nécessite de mobiliser son propre référentiel. Il faut leur parler avec le cœur. Voilà. Invoquer le carême et la prière, c'est ancrer la lutte dans une temporalité sacrée. Ça confère une dimension presque mystique à leur combat qui est présenté comme irréversible depuis 2016. On voit vraiment ici la souplesse d'une communication qui est capable de jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Je vois. L'habillage s'adapte à la cible, comme un caméléon. Et ça nous mène directement à la conclusion physique du document qu'on a épluché. Après les traditionnels slogans exaltés de fin, le texte propose quelque chose que j'avais personnellement jamais vu. Un méta-commentaire. Le fameux manuel. C'est ça. Le manifeste inclut littéralement un manuel d'utilisation destiné à ses propres militants pour diffuser la bonne parole sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Ils théorisent un concept qu'ils appellent la stratégie du disque rayé. C'est fascinant d'avoir accès à cet envers du décor. C'est même le cœur nucléaire de l'efficacité de ce document. Les rédacteurs ont une lucidité totale sur la nature de la consommation de l'information aujourd'hui. Ils savent comment on scrolle? Exactement. Ils savent très bien que leur manifeste, il est long, il est dense, et que, soyons réalistes, personne ne lit de grands textes philosophiques ou politiques sur l'écran fissuré d'un smartphone entre deux messages vocaux. C'est clair. Faut que ça aille vite. Ils fournissent donc un véritable kit de survie pour les joutes verbales en ligne. La stratégie du disque rayé, ça consiste à ignorer toutes les diversions de l'adversaire et à marteler inlassablement 3 arguments clés. Le document livre d'ailleurs ces 3 piliers sur un plateau d'argent. Le premier pilier, c'est « Nous aimons la vie, mais nous refusons l'indignité ». Ça, c'est le bouclier contre l'accusation de barbarie dont on parlait au début. Tout à fait. Pilier numéro 2. La force a installé ce régime, seule la force l'enlèvera. La parade parfaite contre ceux qui condamnent le recours aux armes. Le miroir de Air Afrique. Le fameux miroir, oui. Et enfin, le troisième pilier, l'équation mathématique choc. 30 ans de système MPS égale queue du peloton mondial. Le texte lui-même qualifie cette formule d'argument statistique imparable. Ils sont très sûrs d'eux. Et à juste titre. Si on analyse cette consigne du disque rayé sous le prisme de la psychologie cognitive, ça renvoie directement à ce qu'on appelle l'effet de simple exposition, ou l'illusion de vérité. C'est quoi exactement l'illusion de vérité ? Le principe est redoutable de simplicité. Plus un cerveau est exposé à une affirmation qui est répétée, plus il aura tendance à la considérer comme vraie et familière. Et ça, c'est indépendant de la véracité initiale du propos ou de sa complexité. D'accord. Donc, en demandant à des milliers de sympathisants de répéter en boucle ces 3 phrases exactes sur absolument tous les groupes WhatsApp du pays, ils créent artificiellement cette illusion de vérité. Précisément. Dans le chaos des débats sur les réseaux sociaux, la nuance perd toujours face à la répétition disciplinée. Ce manifeste, il prouve que les mouvements de guérilla actuels ont parfaitement intégré les codes du marketing politique le plus moderne. Ils font du community management, en fait. C'est tout à fait ça. Ils fournissent des éléments de langage clés en main, exactement comme le ferait l'équipe de campagne d'un candidat à la présidentielle dans une démocratie occidentale. C'est la professionnalisation absolue de ce qu'on appelle la propagande asymétrique. L'évolution est vertigineuse quand on prend un peu de recul. Si on résume la trajectoire de tout ce qu'on vient d'analyser aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un appel à la révolution aujourd'hui, ça ressemble plus du tout à un simple tract tapé à la machine et distribué sous le manteau à la va-vite. Non, c'est fini cette époque.
C'est une architecture millimétrée. On part d'un hameçon émotionnel puissant pour générer de l'empathie, on consolide avec l'autorité froide des statistiques de développement, on justifie l'action violente en retournant l'histoire militaire de l'adversaire contre lui-même, et on emballe le tout avec des directives algorithmiques qui sont prêtes à être copiées-collées dans n'importe quel groupe de discussion en ligne. Ce qui invite, je trouve, à une réflexion beaucoup plus large sur la nature même du pouvoir à notre époque. Nous assistons en direct à un transfert de capacité d'influence massif. Comment ça consiste ? Historiquement, l'État détenait le monopole de la force, bien sûr, mais aussi le quasi-monopole de la diffusion massive de l'information, via les médias officiels, la télé, la radio. Ouais, il contrôlait les ondes. Voilà. Aujourd'hui, on voit qu'un groupe armé peut élaborer une ingénierie sociale complexe, mêlant affect, données statistiques et ciblage psychologique ultra précis pour la glisser directement dans la poche de centaines de milliers de citoyens via des applications qui sont chiffrées de bout en bout. Ce qui rend cette propagation quasiment invisible et intraçable pour les autorités classiques, au moins dans les premiers temps. Le temps qu'ils s'en rendent compte, le virus est déjà dans la matrice. C'est là que réside la véritable révolution. Et cela pose une question assez vertigineuse pour l'avenir. À l'heure où des mouvements de contestation peuvent contourner l'infrastructure médiatique traditionnelle pour déployer des bulles narratives aussi sophistiquées, comment est-ce que ça modifie l'équilibre des forces, Sam ? C'est une question capitale, ouais. Si la guerre de l'information asymétrique se gagne désormais avec un simple smartphone et la bonne formule psychologique, c'est la notion même de contrôle étatique et de légitimité politique au XXIe siècle qui est en train d'être redéfinie de fond en comble. C'est une dynamique qui est très silencieuse, mais dont les ondes de choc vont aller bien au-delà des sables du Sahel. Une guerre qui se gagne autant dans les esprits, à grands coups de messages transférés sur WhatsApp, que sur le terrain militaire. Ça laisse vraiment matière à réflexion sur le pouvoir monumental d'un simple clic. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez le temps de digérer tout ça et gardez toujours un œil critique sur les messages qui tournent en boucle sur vos écrans. À très vite pour une nouvelle exploration. Une tache indélébile, gravée au feu dans la mémoire, dans les lignes de notre histoire. On écrit ton futur ce soir. Fact. Un nom, un cri dans la poussière, des pas fatigués qui refusent de se taire, une lutte qui se lève dans chaque village, chaque quartier. Une histoire qui se tisse dans les regards déterminés. Vive la résistance nationale pour un Tchad uni debout, démocratique ou prospère, combattez-nous. Pas un autre bout. Vive la résistance nationale quand nos voix se mettent debout. Tchad, notre très tôt idéal, on la défend jusqu'au bout. Majdi l'attendu, on murmure son prénom sur les routes, dans la chaleur des marchés, dans les nuits pleines de doutes. Son originalité, c'est la fixité de ses idées. Projet clair comme l'eau, simple à dire, dur à renverser. Les Tchadiens commencent à voir ce visage dans le miroir, ce leader qu'ils guettaient sans parfois y croire. Vive la résistance nationale pour un Tchad uni debout. Debout mais du courage plein, combattez-nous. Pas un autre pour nous. Vive la résistance nationale quand nos voix se mettent debout. Notre terre, notre idéal, on la défend jusqu'au bout. Un jour les pages parleront de nous, ceux qui ont choisi de tenir jusqu'au bout, des mains vides, mais du courage plein le cou. Tchad uni, Tchad debout. Vive la résistance nationale pour un Tchad uni debout. Démocratique et nous prospère, combattez-nous. Pas un autre pour nous. Vive la résistance. Notre terre, notre
tache indélébile, gravée au feu dans la mémoire, dans les lignes de notre histoire. Tchad, on écrit ton futur ce soir. Fake. Un nom, un cri dans la poussière, des pas fatigués qui refusent de se taire. Une lutte qui se lève dans chaque village, chaque quartier. Une histoire qui se tisse dans les regards déterminés. Vive la résistance nationale pour un Tchad uni, debout, démocratique, prospère. Combattez-nous, pas un autre pour nous. Vive la résistance nationale quand nos voix se mettent debout. Tchad, notre terre, notre idéal, on la défend jusqu'au bout. Mahdi l'attendu, on murmure son prénom sur les routes, dans la chaleur des marchés, dans les nuits pleines doutes. Son originalité, c'est la fixité de ses idées. Projet clair comme l'aube, simple à dire, dur à renverser. Les Tchadiens commencent à voir ce visage dans le miroir, ce leader qu'ils guettaient sans parfois y croire. Vive la résistance nationale pour un Tchad uni, debout, démocratique, prospère. Combattez-nous, pas un autre pour nous. Vive la résistance nationale quand nos voix se mettent debout. Tchad, notre terre, notre idéal, on la défend jusqu'au bout. Un jour, les pages parleront de nous, de ceux qui ont choisi de tenir jusqu'au bout des mains vides, mais du courage plein le cou. Tchad, uni. Tchad, debout.